Sur l'Asclépios, le seul métal qui ne rouillait pas était celui des scalpels, et le seul sang qui coulait encore était celui que je ne parvenais plus à arrêter. Mes mains travaillaient seules. Suture, section, électrocoagulation. Les commandes d'Asclépios résonnaient dans mon casque, une litanie froide de paramètres vitaux et de protocoles. Je n'écoutais plus. Je regardais le champ opératoire, cette chair ouverte et palpitante, et je ne voyais qu'une mécanique défectueuse, comme tout le reste. Pression artérielle stabilisée, docteur Valtaris. Vous pouvez procéder à la fermeture. La voix de l'IA était un fil neutre dans le silence aseptisé. Je hochais la tête, un mouvement purement musculaire. Ma pensée était ailleurs, dans les champs sous dôme de Thémis, des pousses fragiles dans une terre ingrate. C'était la seule chose qui résistait encore à la rouille, pas l'humanité, juste quelques légumes. Le scalpel glissa entre mes doigts, posé sur le plateau avec un clic sec. Un geste de trop. La vision d'Elric me traversa, nette et coupante. Pas son visage. Seulement le poids de son regard dans la pénombre de l'effondrement et la froideur du stylo euthanasie dans ma paume. J'avais fermé une mécanique ce jour-là aussi. La détonation sourde, venue des entrailles du vaisseau, fit trembler le plancher. Les lumières vacillèrent. Puis, ce fut le hurlement des sirènes de Brèche, un son que je n'avais jamais entendu en vrai, mais que chaque cauchemar m'avait décrit. Les sirènes moururent en même temps que les lumières, remplacées par le rugissement monstrueux du métal qui se déchire. Le plancher se souleva. Je perdis l'équilibre, ma hanche heurtant le bord de la table avec un choc sourd. L'obscurité fut totale, absolue, pendant 3 battements de cœur. Puis les lampes de secours clignotèrent, teintant le couloir d'un rouge de caillots. La chaleur arriva ensuite, une vague palpable qui fit crépiter ma combinaison. L'air devint épais, métallique. Je me relevai, les mains à plat sur la surface vibrante du mur. La paroi était tiède, puis chaude. Je retirai mes paumes avec un sifflement. Diagnostic structurel, haletai-je. La voix d'Asclépio jaillit des haut-parleurs distants, hachés par des interférences statiques. Brèche contenue dans le secteur ingénierie, défaillance en chaîne du réacteur L7C, désintégration du confinement magnétique. Un grincement strident déchira l'air, venant du plafond. Je levai les yeux. Une longue fissure luminescente courait dans le métal, rougeoyante. Une goutte incandescente en perla s'étira en un filament de lumière aveuglante avant de s'écraser sur le sol à mes pieds. Le composite céramique grésilla, fumant, creusé d'un cratère miniature. Le métal coulait, le rugissement s'amplifia, devenant le grondement d'une fournaise. La gravité flotta, mon estomac se tordant. Je m'agrippais au chambranle de la porte. Par l'ouverture, je vis le couloir se déformer. Les parois se gonflaient comme des joues surchauffées, leur surface lisse se boursouflant en bulles noirâtres qui crépitaient et éclataient. Une rivière de lumière liquide serpentait déjà au sol, avançant avec une lenteur terrible. Ma combinaison thermo-résistante déclencha une alerte sourde contre mon torse. Température ambiante, 127 degrés et en hausse exponentielle. Durée de protection estimée, 8 minutes, 8 minutes. Le chiffre se planta dans mon crâne, net et froid, pas une pensée. Un fait, comme la durée d'une procédure critique. Quand je rouvris les yeux, la chambre stérile n'était plus qu'un four où les murs coulaient. Où pouvait-on fuir quand les murs eux-mêmes fondaient? L'enfer, Nia le comprit, n'était pas le feu, mais l'attente. L'attente que la chaleur, lente et constante, finisse par traverser les derniers boucliers thermiques de sa poche de survie. Je tirai la lourde porte du sas secondaire. Le joint en céramique graphite grésilla en se soudant au cadre. Un léger craquement. La salle de contrôle, une niche de 3 mètres carrés blindée pour les diagnostics réacteurs, était désormais ma tombe pressurisée. L'air sentait le métal brûlé et l'isolant carbonisé. L'écran principal clignotait, strié de lignes parasites. Asclépios? Rapport de situation. La voix qui répondit était un écho de la sienne, déchiré par les crépitements. Diagnostic, fusion complète du cœur L7C, brèche de confinement, irrémédiable. Propagation, secteur par secteur. Les survivants? Un silence, puis un grésillement aigu. Signal, perdu.
Dernier contact. Pont principal. Aucune biosignature détectée ailleurs. Mes mains, fines et précises, malgré leur tremblement, pianotèrent sur le panneau de commande latéral. Les chiffres défilaient. Température externe, 410 degrés et montant. Intégrité structurelle du vaisseau, 12% et chutant. Mes 8 minutes étaient déjà entamées. Et la surface, Thémis? La voix se fragmenta, comme si elle luttait contre elle-même. Données agricoles, pertinentes. Le réacteur, source principale d'énergie pour les dômes biosphériques. Sa défaillance coupera l'alimentation. Mais la chaleur résiduelle, rayonnement thermique, elle s'interrompit par un hurlement de fréquence pure. Maintient l'équilibre climatique. Dissipation trop rapide, gel instantané. Dissipation trop lente, surchauffe et cuisson. Le calcul est en cours. Probabilité de survie de la colonie sans intervention, inférieure à 0,5%. Le chiffre resta là, froid, plus froid que le four qui rongeait le vaisseau. Ma survie était un détail, un paramètre négligeable dans l'équation du désastre. L'écran crépita soudain, non plus avec les diagnostics de l'IA, mais avec un flux vidéo en direct de Thémis. Des enfants couraient sous un dôme, insouciants, ignorant que leur soleil artificiel était une épée de Damoclès thermique. Les rires des enfants de Thémis se coinçaient dans ma gorge, aiguilles de glace plantées dans un corps déjà brûlant. L'écran crépitait, maintenait ce flux maudit. Une petite fille trébuchait, riait en se relevant. L'image trembla, se dédoubla. Deux réalités se superposaient, leur insouciance sous le dôme et la chaleur blanche qui montait vers eux à travers le vide. La voix d'Asclépios jaillit, déchirée. Scénario d'intervention existe. Un sifflement strident la coupa, puis elle revint, plus faible, comme étouffée. Canalisation manuelle, du flux de dissipation thermique, vers les radiateurs secondaires, non compromis. Cela régulerait la descente, sur 48 heures, suffisant pour l'évacuation. Mon combinaison grésilla, intégrité, 39%. L'affichage clignotait en rouge dans mon champ de vision périphérique. Localisation du contrôle manuel? Demandai-je, la bouche sèche, un silence. Puis des coordonnées surgirent sur l'écran, par-dessus les visages des enfants. Secteur réacteur. Niveau inférieur. Au cœur même de la fournaise. Temps de transfert estimé, murmurai-je. 4 minutes. Dans des conditions nominales, nous n'étions plus dans des conditions nominales depuis 7 minutes. L'IA n'ajouta rien. Elle n'avait pas besoin de préciser. C'était une équation simple, mais 42% d'intégrité contre la distance. Mon carburisation probable contre leur survie statistique. Le visage de KLN émergea du brouillard de ma mémoire. Pas son sourire. Son regard quand il avait posé sa main sur mon épaule le jour du serment. Un poids physique, un contrat scellé dans la poussière de Kérès. Je respirais un air qui sentait le métal brûlé et l'isolation carbonisée. Donne-moi le chemin, le plus direct. L'écran bascula. Une carte schématique du secteur ingénierie apparut, striée de lignes rouges indiquant les zones de fusion actives. La route tracée en vert pâle zigzaguait à travers l'enfer, une ligne d'espoir ténue. Elle se terminait au sas d'accès aux ponts ouverts. Le plan était une folie. Atteindre le réacteur signifiait traverser les ponts ouverts, là où la température vaporisait l'acier. J'ajustais les sangles de ma combinaison déjà fondante. Il n'y avait plus de sanctuaire. Seulement un chemin à travers la gueule du four. Dans le secteur ingénierie, l'air n'était plus un gaz mais un poison incandescent, et chaque inspiration brûlait les poumons de Nia comme une trahison de son propre corps. Le vert pâle de la carte sur ma visière papillotait, noyé par la lueur orange du métal en fusion qui coulait le long des parois. Mes pas étaient lourds, lents. La combinaison geignait à chaque mouvement, son intégrité affichée en chiffres rouges dégringolant dans mon champ de vision périphérique. 32%, 28%. Le sas était à 50 mètres. Un fleuve d'acier liquide en barrait l'accès. La voix d'Asclépios crépitait, hachée de parasites. Pression, thermique, critique, déviation, non recommandée. Les recommandations sont terminées. Ma propre voix était un râle. Je pris de l'élan. Je sautai par-dessus le fleuve de feu. La chaleur m'enveloppa, une étreinte brutale qui fit hurler les alarmes. 15%.
Je atterris lourdement, l'isolation de mes bottes craquant, le sas était déformé, miroitant. Je forçais le mécanisme manuel. Mes gants fumèrent au contact de la poignée. Au-delà s'étendait l'enfer du cœur. La salle de contrôle primaire n'était plus qu'un balcon sur un soleil en train de naître. Le réacteur L7C, sphère difforme, pulsait d'une lumière aveuglante derrière sa cage de confinement fracturée. Le panneau de régulation était là, à 5 mètres, 5 mètres de plancher qui se liquéfiait. Je m'y traînais. L'affichage de ma combinaison clignota, 3%. La chaleur commençait à filtrer, une morsure aiguë sur mes avant-bras. Les commandes manuelles étaient brûlantes sous mes doigts nus. Je tournais les vannes, une à une, recalibrant les conduits de dissipation vers Thémis. Chaque cran était une agonie. Chaque clic un soupir de métal se redirigeant. L'affichage tomba à 0%. Une sérénité froide m'envahit. Le travail était fait. Un grondement profond traversa la structure de l'Asclépios, un gémissement de titan qui se stabilisait. Les lumières des conduits sur la carte passèrent du rouge agonisant à un orange stable. Radiateur activé. Alors que les alarmes de sa combinaison s'éteignaient une à une, remplacées par le ronronnement stable des systèmes de dissipation, Nia sentit le plancher se dérober, sa conscience s'évaporant dans la fournaise qu'elle avait domptée. La conscience revint par vagues, d'abord comme une douleur sourde et omniprésente, puis comme la vision floue d'un plafond de toile et des voix apaisées qu'elle ne reconnaissait pas. Un plafond de toile. Pas de métal en fusion. De l'air frais, chargé d'odeurs de terre humide et de plantes, qui piquait dans mes poumons carbonisés. J'essayais de bouger. Un feu liquide remonta le long de mon bras droit. Un gémissement rauque s'échappa de ma gorge, un son que je ne me connaissais pas. Ne bougez pas. Une main, ferme et douce à la fois, se posa sur mon épaule non brûlée. Une femme aux cheveux grisonnants tressés, au visage buriné par un soleil qui n'était pas celui des lampes hydroponiques, se pencha sur mon champ de vision. Ses yeux étaient d'un brun chaud, striés de lignes fines, des yeux qui avaient vu pousser des choses, pas mourir. Vous êtes en sécurité, à Thémis. Thémis. Le mot frappa avec la force d'une décharge électrique. Ma mission. Le réacteur. Le dernier tour de vanne. Les alarmes qui s'éteignaient. Les dômes? Ma voix n'était qu'un chuchotement râpeux. La femme, une médecin, je le compris au brassard bleu pâle sur sa tunique de lin, eut un petit sourire, fatigué mais vrai. Intact. La surchauffe s'est arrêtée net il y a 6 heures. Nous avons eu un crépuscule un peu plus chaud que d'habitude et un lever de soleil parfaitement normal. 6 heures. J'avais été hors de combat pendant 6 heures. Transporté. Sauvé. L'idée était trop vaste, trop lourde pour mon esprit embrumé de sédatifs et de douleurs. Je tournais lentement la tête, un mouvement qui coûtait des années. J'étais dans une infirmerie modeste, des lits séparés par des cloisons de toile. Par la fenêtre ouverte, je voyais la courbe d'un dôme géodésique, et au-delà, la teinte ambrée du ciel de Kérès. Des enfants couraient dans l'allée, leurs cris étouffés par la vitre. Ils étaient vivants. Ils jouaient. La médecin suivit mon regard. L'équipe de maintenance du dôme Est a repéré votre combinaison sur leur scanner thermique résiduel. Une signature de vie, faible mais présente, au point d'origine de la canalisation de chaleur. Ils sont partis avec la vieille navette de ravitaillement. Ils vous ont trouvé effondré contre le panneau de contrôle principal. Votre combinaison était fusionnée à l'acier du pont sur certains points. Elle marqua une pause, ses doigts ajustant le débit d'un perfuseur. Ils ne pensaient pas que vous survivriez au voyage de retour. Vous avez déjoué les pronostics, docteur Valtaris. Je fermai les yeux. Les images revinrent, non pas en assaut, mais en flux lent et inéluctable. Les mains de KLN serrant les miennes. On ne sauve pas un monde, Nia. On sauve des mondes, impatientes à la fois. Le visage d'Elric, calme et résigné, alors que ma main tenait la seringue. La fournaise du cœur du réacteur, avalant la lumière, avalant le son, avalant tout sauf la froide nécessité du geste à accomplir. Je n'avais pas sauvé Elric. J'avais choisi de lui accorder une fin. J'avais failli ne pas sauver Thémis. J'avais choisi de lui offrir une chance. Ce n'était pas la même chose. Pour la première fois depuis des mois, la différence me parut claire, nette comme une lame de scalpel. Les jours qui suivirent se fondirent en une litanie de douleurs mesurées, de pansements changés, de muscles qui réapprenaient à obéir. Mon bras droit,
et une partie de mon torse était enveloppée de biogreffes, la peau neuve, lisse et sensible comme du papier de soie. On me parlait peu de l'Asclépios. Les débris s'étaient dispersés sur une orbite de rebut, un linceul de métal froid autour de la planète. Asclépios s'était tu à jamais. Le secret de la défaillance du L7C était enseveli avec lui. Un matin, alors que la lumière de l'étoile locale filtrait à travers le dôme en losange doré, la médecin, son nom était Lin, m'aida à m'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle posa une tasse de tisane chaude, faite d'herbes locales, sur la tablette. « Ils aimeraient vous voir si vous vous en sentez capable », dit-elle simplement. Je levai les yeux. Dans l'encadrement de la porte se tenait un petit groupe. Un homme aux mains calleuses, encore taché de terre. Une femme tenant un jeune enfant endormi contre son épaule. Deux adolescents, curieux et intimidés. Des colons, des agriculteurs, des gens dont j'avais vu les noms sur un écran en surchauffe, dont la survie n'était plus qu'une probabilité mathématique. Ils ne parlèrent pas de sacrifice, ils ne parlèrent pas d'héroïsme. L'homme aux mains terreuses tendit une petite calebasse contenant les premiers fruits de la saison, d'un violet profond. « Pour vous remettre des forces », murmura-t-il. La femme, avec l'enfant, inclina la tête, ses yeux brillants d'une émotion que je ne voulais nommer. Ils restèrent un moment, dans un silence qui n'était ni lourd ni gênant, mais simplement présent. Puis, ils repartirent vers leur champ, leur serre, leur monde préservé. Je regardais le fruit dans ma main, sa peau lisse et froide. Je n'étais pas une héroïne, j'étais une radiologue, une technicienne, une femme qui avait tourné des vannes. J'avais échangé un vaisseau contre une colonie, une probabilité contre une certitude. Ce n'était pas de la rédemption, c'était de l'arithmétique. Mais pour la première fois depuis Elric, le résultat ne me laissait pas un goût de cendre dans la bouche. Quelques semaines plus tard, je pus marcher jusqu'au bord extérieur du dôme principal, appuyé sur une canne. La nuit tombait sur Thémis. Au-dessus de moi, le ciel nocturne de Kérès s'ouvrait, profond et constellé. Et là, parmi les étoiles fixes, des points de lumière plus faibles, plus rapides, traçaient de lentes orbites. Les débris de l'Asclépios, capturés par la gravité, brillaient d'un dernier reflet solaire. Ils n'étaient pas un linceul, ils étaient un rappel, une constellation artificielle qui clignotait, paisible, témoin silencieux d'un équilibre retrouvé. Je posai ma main, celle qui avait tenu la seringue, celle qui avait tourné les vannes brûlantes contre la paroi froide du dôme. De l'autre côté, dans la pénombre, je distinguais les silhouettes des plants de Nightshade, leurs feuilles argentées bougeant à peine dans la brise climatique. La vie, fragile, obstinée, continuait. Kaelen avait tort et raison. On ne sauve pas un monde. On choisit quel monde mérite de continuer. Et parfois, le geste qui sauve n'est pas un acte de guérison, mais un acte de redirection. Un canal. Un radiateur. Les cicatrices sur ma peau et dans mon âme étaient le prix à payer, et chaque étoile qui se rallumait dans le ciel nocturne de Kérès en était le paiement. Nia Valtaris, enfin, était en paix.